Je souhaitais visiter le Tibet depuis l'âge de 5 ans, depuis que ma mère m'a lu Tintin au Tibet. Et actuellement, pour se rendre dans le Tibet central, il faut passer par une agence. J'ai donc dû choisir de faire le tour du mont Kailash, même si j'avais envie de visiter le monastère de Mintrling. Nous devons faire escale à Chengdu, qui est une ville dans l'est de la Chine avec 22 millions d'habitants. Nous sommes dans le vieux quartier, très agréable, mais l'ensemble de la ville est très moderne, avec beaucoup de constructions. Il y a dans la rue des choses bizarres à grignoter, et puis il y a aussi des jeunes qui chantent, qui dansent, et des hommes qui jouent aux cartes. Après 2 heures de vol, nous voici arrivés à Lhasa et nous n'avons pas le droit de filmer l'aéroport car il y a de très nombreux avions militaires. Et puis il y a beaucoup de bâtisses mais qui sont pour la plupart vides car les Chinois n'ont pas envie de vivre à Lhasa. J'ai été très touchée par le fait que Lhasa soit impacté par la mondialisation. Je courais après le Tibet des légendes, le Tibet de mes 5 ans, et c'est en découvrant le vieux Lhasa que j'ai pu approcher, rencontrer les êtres qui y vivent aujourd'hui. Je suis émue par tous ces regards qui me sont offerts et malgré les multiples interdictions imposées par un gouvernement autoritaire, je lis dans leurs yeux une liberté d'âme qui demeure intacte. Oups, petit problème, mon cœur bat trop vite, trop fort et je dois faire un tour par les urgences. Première impression, tout est écrit en chinois et ça doit être bien difficile pour les Tibétains. Après un scanner, 2 électrocardiogrammes et un bilan sanguin, la sentence tombe, je dois être rapatriée. Je suis bien sûr confrontée à l'idée de ma propre mort et je tourne mon cœur avec confiance vers Padmasambhava, que l'on appelle aussi Guru Rinpoche. Et puis j'invoque Tara Blanche pour la longue vie, ainsi que Palden Lamo, la grande protectrice des habitants du Tibet. Et enfin, je m'en remets à Yamantaka. Dans ma chambre, je réfléchis et je ne peux pas me résoudre à quitter le Tibet. Je vais boire le thé avec les Tibétains. Il est impossible pour moi de partir. Je veux rester encore. Je décide de me rendre au Jokang. Il faut passer par un checkpoint pour se retrouver parmi les Tibétains et je suis profondément touchée par la ferveur de leurs prières. Pour un bouddhiste engagé sur le chemin de l'éveil, la première des pratiques préliminaires consiste à réaliser 111 000 prosternations.
se prosternant, il s'agit de reconnaître sa propre nature de Bouddha et d'emporter avec soi dans ce voyage de l'éveil tous les êtres sensibles. Mon cœur bat vite, il bat fort, et je décide de rester à Lhasa, même si le restant du groupe part faire le tour du mont Kailash. J'ai le droit de rester à Lhasa, sans guide, pendant les 18 jours qui restent. Yes. Hello. Hello. Tashidare. Ce yak que je rencontre sur le bord de la route symbolise pour moi un monde passé, révolu, qui va à la rencontre du monde d'aujourd'hui. Et pour ma plus grande joie, je reçois l'autorisation de visiter le monastère de la lignée dans laquelle j'étudie depuis 35 ans. Je vais donc enfin pouvoir découvrir le monastère de Mindreling. Le monastère de Mindreling s'agrandit et je me régale en regardant les habitants du village qui chantent tout en tapant sur le sol pour le rendre bien plat. Après ce temps de joie partagée, je pénètre enfin à l'intérieur du monastère. J'ai photographié depuis le téléphone d'un moine les photos de sa sainteté Minling Trinchen Rinpoché, qui a quitté le Tibet dans les années 60 pour s'installer dans le nord de l'Inde et faire construire un nouveau monastère à Dehradun. Padmasambhava fut invité au Tibet par le roi Trisong Düetzen au IXe siècle, et de son enseignement naquirent plusieurs lignées, dont celle de Mindreling en 1646 portée par Terdak Lingpa, qui fit bâtir ce monastère.
retour du monastère, je ne me sens plus du tout fatiguée et je décide de ne pas me faire rapatrier, d'attendre mes compagnons de route qui sont partis pour le Kailash. Je retourne marcher autour du Jokang. J'aime attraper les images au vol et j'ai grand plaisir à me promener, à déambuler, à me perdre dans la ville et ainsi faire la rencontre de nombreuses personnes. Je me pose aussi à la sortie de l'école. Le soir, j'aime regarder les enfants jouer et pendant la journée, j'aime marcher autour du Potala. À ma grande surprise, je découvre au pied du Potala de nombreuses femmes chinoises qui s'habillent en tibétaine pour se faire photographier et ensuite poster tout ça sur TikTok. Je m'aperçois qu'il y a deux populations qui se rencontrent, et parfois par des voies détournées. Les femmes chinoises, à leur façon, apprécient l'élégance des Tibétaines. À l'intérieur du Potala, il y a de l'or et encore de l'or. Et tout cet or n'a aucune valeur comparé à la puissance de la dévotion des Tibétains. J'accompagne mon ami Tseten qui a une consultation dans le centre médical tibétain où même les Chinois viennent se faire soigner. Je suis impressionnée par la modernité du lieu. Je fais la queue comme tout le monde et je rencontre les étudiants qui sont aux côtés de la grande Amchila, dont le regard compassionné me va droit au cœur. Elle me dit que tout va bien, que c'est juste un petit problème d'altitude et je repars à la pharmacie chercher mon traitement pour 2 mois. Je décide alors de retourner une fois encore au Jokang.
La deuxième des 4 pratiques préliminaires consiste à répéter 111 000 fois le mantra de 100 syllabes afin de nettoyer les tendances karmiques. Hello, Toshidele. Avec le souhait que tous les êtres puissent se libérer du cycle des existences, la troisième des pratiques préliminaires s'appelle l'offrande du mandala. Sur cette base qui représente la nature de l'esprit, il convient d'offrir le mont Meru, l'axe de l'univers, le soleil, la lune et bien d'autres symboles représentant la générosité de l'engagement dans la voie de la libération. La générosité et la gentillesse du peuple tibétain est à l'image de l'offrande du mandala. Je me rends dans le monastère de Samye, qui fut le premier à être construit au IXe siècle, et on dit qu'il est apparu spontanément depuis l'esprit de Padmasambhava. Il y a juste à côté du Potala un lieu particulièrement inspirant. Il s'agit de la résidence du 6e Dalai Lama, dont les murs sont recouverts de peintures qui remontent au XVIe siècle. Portée par la dévotion, la 4e des pratiques préliminaires permet d'entrer en union avec le cœur et l'esprit du maître, grâce à la récitation de 111 000 mantras dont le fruit est l'amour et la compassion. Après les 4 préliminaires, le maître enseigne la pratique des souffles et des syllabes. Pour les plus courageux, il est alors temps de se retirer dans un lieu de calme pour approfondir les enseignements lors de retraites plus ou moins longues. Le pratiquant bouddhiste ne cherche pas à changer le monde. Il souhaite y participer depuis une perspective de sagesse.
La danse occupe une part importante dans la vie des Tibétains au quotidien et le sens de la communauté est très développé. Pas de différence entre les jeunes et les anciens, les riches et les démunis. Ils sont fiers, gentils et profondément attachés à leurs valeurs culturelles et spirituelles. Dit que le chant et la danse réunissent les cœurs et au Tibet, Chinoises et Tibétaines dansent ensemble. À l'est de la vieille ville, le monastère Anisankung remonte au 7e siècle. Il fut transformé en nonnerie quelques siècles plus tard et abrite aujourd'hui plus d'une centaine de nonnes. Au Tibet, dans les temples, il n'y a pas de bougies. Ce sont les mèches en coton trempées dans du beurre. Mon départ approche et mon amie Tseten, népalo-tibétaine, m'amène découvrir un café branché dans le centre de Lhasa. Certaines boutiques tibétaines proposent des créations artisanales magnifiques et les magasins de prêt-à-porter chinois sont extrêmement chers, les mêmes prix qu'à Paris, car un Chinois vivant à Lhasa touche un salaire 2 fois plus élevé qu'un Chinois en dehors du Tibet. Et c'est le seul moyen que le gouvernement a trouvé pour que les Chinois acceptent de travailler à Lhasa. Vivant à la fois au Népal et au Tibet, mon ami Tseten m'a expliqué qu'au Népal, ce pays est tellement pauvre que dans chaque famille, il y a une personne au moins qui part à l'étranger pour travailler et envoyer de l'argent à la famille. Elle m'a dit qu'au Tibet, certes, ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas quitter leur pays, mais ils ont tous de quoi manger et de quoi dormir. La police est présente et il n'est pas question de prononcer le nom du Dalai Lama. Cependant, les femmes ont le droit de se prosterner avec la représentation de Padmasambhava accrochée sur le dos. Dans les monastères, il y a beaucoup moins de moines. Cependant, le bouddhisme tibétain est toujours vivant et il rayonne partout dans le monde. Je reçois l'initiation de Tara Verte et je me réjouis de voir qu'il y a des Tulku, la jeune génération qui prend la suite des maîtres du passé. Pour le dernier jour, il a neigé et je dis au revoir à mes amis. Avant de partir, je disais à mes amis, si je ne vais pas au Tibet, je meurs. Il était indispensable pour moi de retrouver ce peuple et je reviens l'esprit nourri par chacune des rencontres et le cœur débordant de tendresse. À l'aéroport, je retrouve les copines qui sont rentrées du Kailash et Dawa me dit « Nous, le peuple tibétain, nous sommes résilients et joyeux. Nous avons choisi de vivre. »